Donc d'abord, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes assez nombreux ce matin. Donc je me présente, je suis Laetitia Sartoris, je suis directrice générale de la Link Up Factory. Et ce matin, je vais être accompagnée de Valentine Gador, qui est consultante senior à l'agence, et de Charlotte Fisch, qui est consultante. Et toutes les deux qui travaillent avec moi ou sans moi sur des sujets de la mode, du textile. Donc voilà, c'est avec plaisir que toutes les trois, on va animer cette visio ce matin. Je veux bien la slide suivante. Et puis, avec grand plaisir, nous accueillons deux invités. Merci à toutes les deux d'avoir répondu présentes. Merci à toi, Sandrine. Donc, on accueille Sandrine Bettencourt-Millot, qui est directrice de l'image et de la collection d'Argeling et qui est chargée de la RSE du groupe Chantel. Et elle va nous apporter son témoignage lors de la table ronde à la fin de cette visio-conférence. Merci, Sandrine, d'être là. Bonjour à tous. Et puis Clélia Dupont-Icard, qui est responsable du pôle méthodologie et expertise de Clear Fashion. Merci Clélia d'être là. Clélia va aussi nous apporter son regard, sa vision, justement en lien avec Clear Fashion. On va vous en parler un petit peu plus. Donc en tout cas, merci à vous d'être là. Peut-être juste quelques mots, au-delà de présenter les personnes, présenter l'organisation qui est derrière nous, la Link Up Factory. Donc la Link Up Factory, nous sommes une agence de conseil et de communication spécialisée sur les sujets de l'engagement, l'engagement au niveau de l'entreprise, au niveau de la marque. Et donc, voilà, on est vraiment une agence de conseil et il nous semble que c'est justement parce qu'on accompagne nos clients et qu'on les aide à travailler sur leur stratégie d'engagement, à solidifier leur stratégie d'engagement, donc sur le fond, qu'on arrive à trouver la tonalité juste, la communication juste pour exprimer leurs ambitions. Donc, agence de conseil, agence de communication, on est un petit peu hybride sur le secteur. Il y a soit des cabinets de conseil, soit des agences de communication engagée. Nous, on a décidé effectivement d'avoir ce positionnement transversal et d'aller de l'amont jusqu'à l'aval. Donc, notre mission à la Link Up Factory, c'est d'accompagner nos clients pour co-construire avec eux des démarches d'engagement pour qu'elles soient les plus ambitieuses possibles, bien sûr, et puis aussi de les faire résonner, de les révéler auprès de leur public cible et ceux qui sont particulièrement concernés. Donc, on a trois piliers d'expertise, domaines d'expertise à l'agence. La stratégie RSE, donc on accompagne les entreprises dans la structuration de leurs engagements RSE, dans l'animation de leur démarche RSE, mais aussi dans la communication, et c'est un point important. Et puis, la stratégie de marque engagée. C'est vrai qu'il y a la stratégie RSE de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment la RSE redescend finalement sur la marque, vient doter la marque d'engagement, vient la nourrir. Et comment on va travailler cette stratégie d'engagement, cette stratégie de marque engagée, pardon, comment on va la co-construire avec les équipes et puis comment on va la raconter. Et puis notre dernier domaine d'expertise, c'est le changement de comportement. Là aussi, c'est un peu spécifique, à la fois parce que Sandrine Raffin, la présidente de l'agence, a cette expertise sur le marketing social, qui est une technique qui aide et qui permet de travailler les notions de changement de comportement. Donc, on accompagne sur cet item du changement de comportement les acteurs engagés dans le changement sociétal. Donc, ça peut être l'entreprise en interne, comment embarquer ses collaborateurs, comment les faire bouger sur les sujets du développement durable. Ça peut être au niveau de la marque, comment la marque aide ses consommateurs à s'engager, à travailler sur cette notion de durabilité. Ça peut être changer le comportement pour recycler, pour trier ses déchets, plein d'autres sujets. Et puis, on accompagne aussi les organisations, les associations sur des domaines de santé publique ou de développement durable sur cet item-là. Donc, voilà un petit peu pour poser nos trois domaines d'expertise. On fait partie du Global Compact, on est certifié B Corp, on fait partie de la communauté des entreprises à mission, voilà, et on est aussi agréé recherche sur nos sujets.
Voilà un petit peu pour nous présenter un peu rapidement parce que le temps est contraint. Et voilà, donc aujourd'hui, on va essayer d'être concret. On a voulu un format assez court, donner la parole aussi à nos invités. On va poser un peu un état des lieux avec Charlotte et Valentine et puis vous présenter un petit peu les solutions qu'on développe à l'agence et qui nous semblent intéressantes aussi pour pouvoir agir avec les marques sur le secteur de la mode et du textile. Charlotte, je te laisse la parole. Oui, alors comme le disait Laetitia, on va commencer par un état des lieux de ce que sont les enjeux dans le secteur de la mode. Mais avant ça, évidemment, des enjeux un peu plus globaux parce qu'on évolue bien sûr dans un contexte qui est particulier avec des consommateurs qui sont de plus en plus marqués par les bouleversements de la société dans son ensemble, qui sont de plus en plus au fait des conséquences, par exemple, de crises économiques, sanitaires et sociales, et qui sont aussi de plus en plus au fait de cette urgence environnementale dans laquelle on se trouve, puisque, et ça, c'est des choses que je ne vais pas vous apprendre, mais on est dans une situation sans précédent avec une accélération du dérèglement climatique qui va encore plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Et puis, assez régulièrement, on voit aussi dans les médias, dans les actualités, des caps qui sont franchis sur ces aspects environnementaux. On parle d'extinction de masse sur les questions de la biodiversité, de limites planétaires qui sont franchies avec une nouvelle, la 5e, qui a été franchie récemment sur les questions de pollution. Donc voilà, c'est une urgence environnementale dans laquelle on se trouve et pour laquelle les citoyens, les consommateurs sont de plus en plus informés. Ça se traduit par la définition de cette préoccupation numéro 1 chez les Français, puisque effectivement, on l'a vu dans l'Observatoire des comportements engagés que la Link Up Factory a mené avec Ipsos sur le début de l'année 2021 et publié en juillet 2021. Aujourd'hui, le changement climatique, c'est la préoccupation numéro 1 des citoyens français, avant d'autres sujets que vous pouvez voir sur le graphique à gauche. C'est la première fois que ça ressort de manière aussi forte en 2021, et d'autres études ont complété notre analyse et sont allées dans le même sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort et qui est complété par une donnée qu'on trouve aussi particulièrement intéressante, qui est celle que plus de 80% des Français veulent agir, veulent passer à l'action pour répondre à cette préoccupation, et donc ont changé ou ont commencé à changer de mode de vie. Alors, des consommateurs de plus en plus conscients au global, bien sûr, ça veut dire de plus en plus conscients sur le secteur de la mode dont on se parle aujourd'hui, et en attente d'une mode plus durable. C'est un secteur d'activité qu'on voit un peu comme un secteur étendard sur les questions des attentes des consommateurs, puisqu'on est sur un secteur qui concentre un peu les enjeux et les questionnements sur les impacts sociaux, sociétaux, environnementaux. Et donc, les consommateurs, les citoyens sont vraiment en attente sur ce secteur-là. Donc là, on vous a mis des chiffres pour rappeler un peu ce que sont les préoccupations et les attentes fortes des consommateurs. 64% des Français qui se disent à payer plus cher pour un vêtement qui corresponde mieux à leurs valeurs en termes d'éthique et d'écologie, quitte à en acheter moins. Donc ça, c'est assez fort. 70% aussi qui se disent prêts à arrêter d'acheter de la fast fashion. Et puis 67%, soit plus de 3/4, qui estiment que c'est aussi aux autorités de s'engager en faveur d'une production de vêtements qui soit plus durable. Donc ça, évidemment, c'est du déclaratif, et on pourrait mettre en parallèle que dans les pratiques au quotidien, on ne ressente pas autant ces attentes et ces volontés des consommateurs. En attendant, et c'est ce qu'on voit en parallèle, il y a quand même un essor de modes de consommation, par exemple, alternatifs. Et là, on vous a mis l'exemple de la seconde main, qui a vraiment été démocratisé, en tout cas qui a pris son essor sur les 2 dernières années, avec des entreprises qui fonctionnent très bien, et c'est l'exemple de Vinted. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que pour des raisons éthiques, environnementales ou sociales, évidemment, mais en attendant, on a quand même un changement de paradigme et des modes de consommation dans le secteur.
Alors, si on revient sur des considérations un peu plus générales et tout secteur confondu, au-delà d'être plus conscients, les consommateurs et les citoyens, ils en attendent plus des entreprises et des marques. Et c'est aussi ce qu'on prend, nous, comme une bonne nouvelle, c'est que les consommateurs, les citoyens, pensent vraiment les marques comme étant des actrices du changement pour répondre à ces préoccupations. Et donc, les citoyens attendent vraiment que les marques puissent s'engager en termes de responsabilité environnementale, sociétale et sociale. Alors, la moins bonne nouvelle pour le secteur du textile et de la mode, c'est qu'aujourd'hui, les marques de vêtements, chaussures et accessoires sont un peu les moins bons élèves de la catégorie des secteurs, puisque, vous le voyez sur ce graphique, elles apparaissent à la fin quand on pose la question de savoir quelles sont les marques qui se sont améliorées en matière de responsabilité environnementale au cours des 2 dernières années. Alors ça ne veut pas dire que les marques n'ont rien fait, ça ne veut pas dire qu'elles n'agissent pas, ça veut dire qu'en termes de perception des citoyens et des consommateurs, elles ne ressortent pas comme étant les marques les plus engagées. Et pour venir compléter ces attentes, ce qu'on a aussi vu dans l'Observatoire des comportements engagés, c'est que les Français sont capables d'avoir des attentes très claires en termes d'offres et d'informations. Et en tout cas, les deux qui ressortent le plus visiblement, ce sont celles-ci. La première attente, c'est celle de développer une offre de produits éco-responsable qui soit plus large, plus accessible à tous pour que le consommateur puisse, lui, faire le choix de sa consommation, des impacts qu'il veut voir retranscrits dans les produits qu'il achète. Donc ça, c'est vraiment l'attente numéro 1. Et l'attente numéro 2, c'est celle d'avoir davantage de transparence sur ce que font les entreprises, ce que font les marques, les conditions de production, les origines, etc. Vraiment d'avoir une vision beaucoup plus transparente de ce qui se cache derrière ces produits et ces marques préférées. Alors ça, ce sont encore une fois des attentes qu'on voit tout secteur confondu. Mais ce qui est intéressant, et Valentine va vous en dire un peu plus dans un instant spécifiquement sur la mode, mais c'est que ce sont des attentes qui s'appliquent bien au secteur de la mode et du textile, puisque répondent directement à des enjeux que Valentine va vous expliquer tout de suite. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à tous. Alors effectivement, si on regarde d'un peu plus près le secteur de la mode, c'est une industrie qui est plus que jamais pleinement concernée par les enjeux RSE et cette exigence plus pointue des consommateurs dont Charlotte vient de vous parler. Alors pourquoi? Eh bien, parce que d'une part, c'est une industrie qui est en plein essor. On est sur 100 milliards de vêtements vendus chaque année, une production qui ne fait que croître. Et qui dit secteur en plein essor, eh bien, dit multiplication des impacts environnementaux et sociaux. Et c'est dans ce contexte de prise de conscience généralisée des enjeux du développement durable aujourd'hui, bien que ce secteur en plein essor est passé au crible des ONG, des lanceurs d'alerte, d'organismes internationaux, mais aussi de marques et de consommateurs qui sont de plus en plus conscients de ces enjeux. Et finalement, tout cela, je veux bien la slide d'après, s'il te plaît, Charlotte, tout cela met en lumière un certain nombre de sujets épineux, de gros trous dans la raquette, si je puis dire, qui font finalement pleinement écho aux enjeux auxquels l'industrie de la mode et ses entreprises doivent faire face aujourd'hui. Alors, ces enjeux, eh bien, ce sont l'impact environnemental de la filière, notamment la pollution, l'épuisement des ressources, l'impact sur la biodiversité et sur les écosystèmes. C'est aussi extrêmement vocal aujourd'hui l'impact humain et social, les conditions de travail qui sont fortement pointées du doigt. C'est le scandale des Ouïghours, mais c'est aussi, vous le verrez dans un rapport que vous partagera Charlotte dans le chat, le rapport de l'IFM qui est sorti hier, le travail des enfants et les conditions de travail des employés sur la filière. Et puis en dehors de ces deux gros enjeux, on a aussi des enjeux sur la santé, par exemple, la toxicité des vêtements et des produits qui peuvent être utilisés. Toxicité tant par rapport aux consommateurs que par rapport aux hommes et aux femmes qui travaillent sur la chaîne de production. Et puis, on a aussi des sujets montants comme le bien-être animal, qui est de plus en plus questionné sur le secteur de la mode aujourd'hui, et des sujets plus sociétaux comme la représentativité des diversités, des masculinités et des féminités, l'inclusion, qui sont, vous le savez également, des sujets extrêmement vocaux
aujourd'hui. Alors du coup, dans ce contexte, j'ai généralisé de prise de conscience de ces enjeux et de ces impacts qui touchent le secteur. Et avec tous ces sujets assez chrysogènes qui sont pointés du doigt, il y a une certaine forme de méfiance ou en tout cas de crise de confiance qui s'installe et qui ne fait qu'alimenter le besoin et la quête de transparence et d'information des consommateurs, bien pour qu'ils puissent mieux faire leurs choix de manière plus éclairée, plus en confiance et certainement aussi plus en phase avec leur engagement citoyen qui s'exprime de plus en plus aujourd'hui. Alors assez naturellement, dans cet écosystème qu'on vient de vous dépeindre, on voit se multiplier des systèmes d'évaluation des marques qui viennent justement répondre à ce besoin et à cette quête de transparence. C'est un principe qui a d'abord émergé sur le secteur de l'agroalimentaire et vraiment sans grande surprise puisqu'en fait les enjeux RSE initialement ont eux aussi chronologiquement émergé en premier lieu sur ce secteur. C'est lié en fait à ce qu'on appelle à l'agence le bien-être durable, cette quête du bien-être durable qui a commencé avec ce qu'on appelle le INMI, c'est-à-dire tout ce qu'on va ingérer, donc l'alimentation, les médicaments, tout ce qui va rentrer à l'intérieur de notre corps, et puis qui se déplace petit à petit sur ce qu'on va mettre sur notre peau, le ONMI, donc c'est les produits cosmétiques, les parfums, mais aussi les vêtements. Et même aujourd'hui, sur ce qu'on appelle le E-RANDMI, qui va plus concerner ce qu'il va y avoir dans votre habitat, sur vos sols, sur vos murs, les meubles, et en extrapolant un peu plus aussi ce qui se passe par exemple dans votre ville. Donc toutes ces apps sont venues progressivement, d'abord sur le NMI, puis aujourd'hui sur le ONMI, répondre à ce besoin d'information et de transparence du consommateur. Et si on regarde un petit peu plus près le secteur de la mode, on peut voir qu'il y a plusieurs types de systèmes d'évaluation qui ont émergé. Le premier, c'est ces systèmes de notation. On vous a mis à l'écran les deux principales aujourd'hui, que sont Good On You et Clear Fashion. Donc, des systèmes qui vont proposer une notation des marques selon des critères, une pondération, un barème qui leur est propre, qui a été fixé par du coup ces organismes indépendants, donc qui sont là vraiment pour aiguiller le consommateur. On a aussi des systèmes plutôt de valorisation, à l'instar de ce qu'a pu développer les Galeries Lafayette avec Go for Good ou We Dress Fair, où là, on va plus valoriser des marques responsables selon, à nouveau, des critères qui ont été fixés par ces organismes. Et puis, on a aussi l'EcoScore, qui est une sorte de Nutri-Score de l'impact environnemental qui va être développé au niveau national en France. On en parlera un peu plus loin, mais qui va concerner le secteur de la mode, puisqu'il y a des grands groupes aujourd'hui de l'industrie textile qui font partie du groupe de travail qui réfléchit à ce nouveau système d'étiquetage. Si on analyse d'un petit peu plus près les systèmes d'évaluation, d'une part, on voit que les principaux critères qui sont pris en compte dans la pondération et dans l'évaluation des marques, bien, sans grande surprise, ce sont les enjeux environnementaux et sociaux qui prennent le dessus, donc les matières premières durables, l'impact de la production, mais aussi le respect des droits humains et du travail. Puis on a aussi d'autres sujets tout à fait considérés, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le bien-être animal ou la santé des consommateurs. Et d'autre part, je viens à la slide suivante, s'il te plaît, Charlotte, les objectifs de ces systèmes d'évaluation, eh bien bon, certes, le premier, c'est avant tout de proposer un outil de compréhension et d'information pour le consommateur, pour l'accompagner dans ses choix, lui permettre de faire des choix plus éclairés, plus en conscience, mais c'est aussi avant tout, finalement, une volonté de faire progresser le secteur qui émane. D'une part, en valorisant des marques qui sont plus responsables, et donc ça permet de sensibiliser davantage le consommateur, donc de faire progresser le secteur. Et puis pour les marques, c'est aussi un outil d'analyse, une grille d'analyse qui est mise à disposition, qui leur permet du coup d'identifier les critères et les enjeux majeurs aujourd'hui sur lesquels elles sont attendues et elles doivent s'engager. Et c'est finalement une opportunité pour le secteur pour aller vers plus de durabilité. Et à l'agence, on est animé par cette même ambition, cette même volonté. C'est pour ça qu'on veut aller plus loin et proposer des solutions aux marques qui veulent s'engager et aller vers davantage de responsabilité.
Et du coup, je vais laisser la parole à Laetitia qui va justement vous présenter les offres qu'on peut proposer avec nos partenaires pour accompagner les marques qui veulent agir. Merci Valentine. Donc effectivement, on vient de le voir, hein, une attente forte de la part des consommateurs qui mettent la pression, qui à la fois sont bien conscients que les entreprises et les marques, et notamment dans le domaine de la mode, elles ont un rôle à jouer et ils attendent ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ils sont très en attente et effectivement, ils s'emparent, hein, de ces systèmes d'évaluation, de notation, pour pouvoir les aider à choisir une marque, un produit plus responsable. Donc, c'est vrai que nous, à l'agence, on s'est dit, c'est extrêmement c'est intéressant, c'est un mouvement de fond, Valentine vient de le montrer, hein, l'agroalimentaire, la cosmétique, aujourd'hui la mode, demain d'autres secteurs. Et on s'est rencontrés avec Clear Fashion et le point finalement qui nous a, sur lequel on s'est retrouvés, c'est le progrès. On est, que ce soit Clear Fashion et Link Up, animés par cette même volonté de travailler sur l'accélération de la transformation de l'industrie de la mode et du textile, de travailler, travailler vers le progrès et de trouver des solutions. Et donc, très concrètement, on s'est dit, finalement, on a des expertises qui sont assez complémentaires. On a envie d'aller vers le progrès et ça, c'est important, hein, que Clear Fashion, via sa grille d'analyse et son référentiel, ait envie de le mettre à disposition des marques aussi comme un moyen de s'auto-évaluer et de pouvoir progresser. C'est ça qui nous a rassemblés. Et donc, on est deux acteurs complémentaires, Clear Fashion, Clélia va en parler tout à l'heure, hein, leader en France en application de notation indépendante avec un référentiel scientifique solide, co-construit avec un comité d'experts. Nous, la Link Up Factory, un cabinet de conseil en stratégie RSE, mais aussi communication, on a trouvé que c'était intéressant de travailler ensemble pour avancer, assister, accompagner les marques de mode et de textile pour aller vers plus de durabilité, plus d'éthique. Et cette notion de transparence, on va y revenir. Alors, comment ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'appuyer sur, je veux bien la slide d'avant, le référentiel Clear Fashion, sur cette méthodologie de scoring qui a été mis en place par un comité d'experts. Nous, on a notre propre expertise et ces deux expertises combinées, ça nous permet à la fois d'évaluer avec le système et la méthodologie de scoring de Clear Fashion, mais aussi de travailler sur l'orientation des axes de progrès des marques sur les dimensions environnementales, on va dire plus éthiques ou sociales. Donc, on a développé deux offres. Une première offre qui répond à l'attente de certaines marques qui ne savent pas très bien comment remplir le questionnaire, ont peur. Donc, c'est vraiment une offre pour faciliter l'intégration de la marque dans l'application, plutôt pour les marques qui n'ont pas fait ce pas-là. Et puis, c'est plutôt l'offre principale, je dirais, comment on accompagne à la construction, à la co-construction et à l'orientation de la stratégie d'engagement RSE à moyen et long terme. Ça, je veux bien cette slide-là. Donc, nous, c'est quelque chose, évidemment, qu'on faisait à l'agence avant de rencontrer Clear Fashion. Mais Clear Fashion va nous permettre d'avoir ce système d'évaluation cohérent, référent, qui nous semble intéressant et qui permet de donner un prisme et un regard à l'évaluation. Donc, à la Link Up Factory, deux grands points justement pour accompagner les marques à la fois vers l'engagement, mais aussi vers la communication de l'engagement. D'abord, on va travailler à solidifier la démarche d'engagement des marques et des entreprises qu'on accompagne. Et puis, évidemment, arriver à communiquer, raconter leur démarche d'engagement sans tomber dans le greenwashing. Et ça, c'est un point également intéressant. Et puis, raconter sa démarche d'engagement, c'est aussi embarquer ces différents publics cibles, hein, l'interne, c'est important. Aujourd'hui, il y a de vrais enjeux au niveau de la marque employeur, embarquer ses consommateurs, bien sûr, embarquer ses clients. Voilà, donc la communication, elle est extrêmement importante aussi dans cet enjeu à la fois de transparence auprès de ces différents publics cibles. Alors,
pour expliquer un petit peu par quel bout on le prend et quelle méthodologie on met en place. Je veux bien la slide suivante, il y a toujours un petit décalage. Donc, assez simplement, pour pouvoir solidifier sa démarche d'engagement, soit la co-construire, soit la consolider et la rendre encore plus forte, il faut commencer par monitorer ses impacts. Donc, sens une porte ouverte. Alors, comment on monitore ces impacts? On va analyser les pratiques de l'entreprise de l'amont à l'aval sur la totalité de la chaîne de valeur. On va aussi regarder quelles sont les attentes, analyser les attentes des parties prenantes. On va regarder aussi, en fonction de ça, vos concurrents, alors évidemment, sous le prisme de la RSE, et ça va nous permettre de délivrer un diagnostic où on va identifier les points de force, les points de risque et les opportunités et les premières pistes de progrès. Et ça, ce diagnostic, on le fait en s'appuyant sur le référentiel Clear Fashion autour de ces 4 et celui-là maintenant. 5. Il est recyclé, je crois. Alors, je pense que quelqu'un a laissé son micro ouvert. Vous pouviez avoir la gentillesse de le couper. Donc voilà, donc un état des lieux, monitorer ses impacts, et quand on a monitoré ses impacts, ça permet de pouvoir prioriser ses actions. Donc on va identifier les différents chantiers de progrès. Ces chantiers de progrès, on va les co-construire, on va les regarder, on va regarder la faisabilité avec les différentes personnes en interne, on va regarder avec les achats, on va regarder avec les personnes chargées des emballages, spécifiquement des matières premières. Voilà, on va confronter nos opinions et on va définir un plan d'action et identifier quelles sont les priorités en fonction des différents impacts. Alors, bien sûr, en fixant des objectifs, associés à des indicateurs, on peut travailler aussi sur des feuilles de route, plus métier, identifier quels sont les bons partenaires pour avancer sur un chantier de progrès. Voilà, et ça, c'est un point important dans la priorisation du plan d'action, la définition de ces actions. Et ce qui est intéressant avec Clear Fashion, c'est que ces impacts, ces progrès, on va pouvoir finalement identifier, simuler des scénarios en fonction de, j'ai identifié que mon impact était plutôt sur l'amont de ma chaîne de valeur. Si je travaille sur ce chantier de progrès, quel va être finalement le scénario, la simulation de mon évaluation. Donc ça, c'est aussi on utilise l'outil Clear Fashion pour pouvoir évaluer, pour pouvoir montrer la progression à la marque ou à l'entreprise en fonction de l'orientation et de la stratégie qu'elle va choisir. Je veux bien la slide suivante. Alors, qui dit engagement, il faut s'accorder sur une définition de l'engagement. En tout cas, nous, on a une approche, comme je le disais tout à l'heure, de l'amont à l'aval. Le prérequis, c'est évidemment de bien connaître sa chaîne d'approvisionnement. C'est sûr que sans connaître sa chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas avancer, on ne peut pas mettre en place des actions et on ne peut pas progresser. En tout cas, on n'aura pas la totalité de la chaîne de valeur. Et c'est vrai que sur le secteur de la mode et du textile, c'est complexe. C'est une chaîne d'approvisionnement qui est complexe, c'est pas à vous que je vais le dire, et qui reste encore un peu opaque. Sur la dimension environnementale, on va regarder les approches climat et biodiversité, regarder un peu le poids du corps, identifier les impacts, là aussi, voir quels sont les enjeux les plus forts. On va regarder aussi la dimension humaine à la fois, je dirais, du producteur, de l'agriculteur, par exemple, dans les champs de coton, en passant par les personnes au niveau, les collaborateurs dans les usines, au niveau de la confection, jusqu'aux consommateurs aussi. On va regarder à la fois les enjeux, bien sûr, de conditions de travail, les enjeux sociaux, de rémunération, mais aussi les enjeux de santé. Et puis, il y a un dernier point qui est important, qui bouge dans votre secteur, c'est l'innovation produits et services. C'est un vrai levier d'engagement avec cette idée de comment on peut penser ou repenser finalement l'activité de l'entreprise, ses produits pour gagner en durabilité. Donc, c'est cette idée d'intégrer des matières premières plus durables, de travailler sur la recyclabilité des produits, d'identifier quelles sont les offres de services qui peuvent être associées à plus de durabilité et que sais-je.
Donc, voilà un petit peu ce prisme-là. Donc, voilà sur cette première partie sur l'engagement en tant que tel. Et puis, le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, raconter sa démarche. On est aussi une agence de communication engagée. C'est, je crois, je l'espère, ce qui fait notre force. Je veux bien la slide suivante. Je vais essayer, on me fait signe qu'il faut que j'aille plus vite. Donc, communication de marque engagée, il y a quelques fondamentaux. Nous, ce qu'on porte à l'agence, c'est, oui, il faut structurer son discours avec une plateforme d'engagement qui soit suffisamment solide, avec des éléments de preuve, avec des chiffres. Les consommateurs, ils sont avertis aujourd'hui, et les parties prenantes aussi. On attend des éléments de preuve et du solide. Une fois cette étape passée, il faut évidemment identifier quels sont les messages clés spécifiques et adaptés à chacune des cibles. C'est vrai qu'on ne va pas dire exactement la même chose, en tout cas pas le faire de la même façon auprès d'un consommateur, auprès d'un client ou auprès d'un expert et d'une ONG. Le troisième point, c'est packager sa démarche. Ça, c'est extrêmement important. Il faut arriver à trouver le bon fil rouge, comment on le raconte, quel est le storytelling pour qu'il soit juste, quelle est l'identité visuelle qui va être suffisamment propriétaire et bien en lien avec l'ADN de la marque. Ça, c'est important, avoir une démarche, fil rouge, clair, appropriable par l'interne, comprise par l'externe. C'est un point de force. Et puis, évidemment, les différents outils qui vont servir ça. Et puis, il y a aussi, dans la révélation, le fait de respecter un certain phasing, de structurer son plan de révélation. Ça nous semble important à l'agence. On identifie trois grandes périodes. D'abord, informer l'interne, embarquer l'interne, avoir l'adhésion autour de sa stratégie d'engagement. C'est extrêmement important. Toucher les leaders d'opinion, aller voir les experts, confronter votre stratégie d'engagement aux ONG, à certains experts dans le secteur, avant de passer à cette phase d'émergence où vous allez toucher ce qu'on appelle les opinion makers, les influenceurs, les médias, ceux qui font l'opinion, les prescripteurs, et qui vont eux-mêmes influencer la cible finale, vos consommateurs, le grand public. S'adresser à vos clients, là aussi, avec un discours spécifique. Il y a une pression aussi, il y a des attentes fortes de la part des clients en matière de référencement. Donc, c'est sur cette phase-là, avant de passer à ce qu'on appelle la phase d'accélération et en tout cas d'aller toucher les consommateurs, le grand public. Et cette phase, ce phasing et cette structuration du plan de révélation, au-delà de faire les choses en temps et en heure, c'est aussi de consolider, de ne pas prendre de risques et d'informer au bon moment avec les bons messages les différentes parties prenantes. Voilà, et pour terminer, juste quelques slides pour montrer que, voilà, à l'agence, on accompagne nos clients sur le fond, sur la structuration, sur la définition de leur stratégie. C'est ce qu'on a fait pour le groupe Chantel, sur des sujets plus techniques aussi. C'est ce qu'on fait pour LVMH, ce qu'on continue à faire, mais ce qu'on a fait sur l'approvisionnement animaux, un sujet spécifique où on a monté un comité d'experts pour les accompagner sur ce sujet-là, mais aussi sur la forme. Je veux bien la slide suivante. La transparence, ça passe par la communication, ça montrer ce que vous faites, comment le montrer. Et là, quelques exemples, que ce soit avec LVMH qu'on a accompagné sur son plan de révélation. Là, on a mis le visuel d'un animatique sur la révélation de la politique justement sur l'approvisionnement animal. Que ce soit Lacoste, que nous avons accompagné sur la révélation de leur stratégie à 3 ans sur leurs outils, sur leur site internet, rapport RSE et DPE. Voilà, pour donner quelques exemples et quelques solutions. Et donc, pour terminer, avant de passer à la table ronde, si on devait résumer comment répondre aux enjeux à la fois d'engagement et de transparence, pour les engagements, il nous semble essentiel de monitorer ses impacts, pouvoir définir son plan d'action et le prioriser, et puis passer à cette étape de communication, comment on va structurer, packager sa démarche, avoir le bon storytelling, trouver le ton juste, et puis finalement donner de la visibilité à sa démarche d'engagement pour pouvoir porter ce discours auprès de l'ensemble
vos publics cibles, dont les consommateurs, mais pas que, on vient de le voir. Voilà, pour dresser quelques premières pistes, hein, et je vais laisser la parole à nos deux grands témoins, à qui on va poser quelques questions, et puis on va aussi, n'hésitez pas à leur poser des questions et à nous poser des questions aussi si vous le souhaitez. Vous avez le chat pour pouvoir vous exprimer. Alors, Clélia, Sandrine, donc merci à nouveau d'être avec nous aujourd'hui. On va donc vous poser quelques questions. Clélia, je vais commencer par toi. Aujourd'hui, du coup, comme l'expliquait Laetitia, LinkUp et Clear Fashion ont décidé de travailler ensemble. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce choix de partenariat avec une agence de conseil et en quoi est-ce qu'il est complémentaire de la notation Clear Fashion et de ce que vous pouvez apporter aux marques? Oui, bien sûr. Donc, la vocation de Clear Fashion, en fait, c'est de permettre aux marques de faire un état des lieux de leurs pratiques et aussi de suivre leurs avancées grâce à notre méthodologie d'évaluation que vous avez présentée un peu plus tôt. Donc, méthodologie d'évaluation qu'on qualifie de nous-mêmes, comme rigoureuse, scientifique, parce qu'on travaille avec des ingénieurs, des enseignants-chercheurs, des laboratoires partenaires pour faire des collectes d'informations factuelles, vérifier ces informations et ensuite faire un calcul de score à partir de ces informations selon un barème basé sur des travaux scientifiques. Donc, toute cette expertise d'évaluation permet vraiment de faire cet état des lieux. Mais c'est vrai qu'on a reçu assez souvent des questions des marques qui cherchaient à s'améliorer, qui nous demandaient qu'est-ce que je peux faire pour avoir un meilleur score, quelles sont les priorités selon vous pour m'améliorer. Et en fait, partant de ce constat et partant du constat qu'on ne peut pas être à la fois juge et à la fois partie, on a décidé de travailler en partenariat avec des partenaires de confiance pour orienter les marques avec lesquelles on a fait ce travail d'état des lieux et de débroussaillage un petit peu et leur permettre d'avoir les clés pour justement s'améliorer. Et en faisant cette recherche autour de partenaires de confiance, c'est vrai qu'on a eu des discussions avec LinkUp qui est aligné sur les mêmes valeurs que nous, Clear Fashion, qui a envie de tirer le secteur vers le haut, de construire la mode de demain. Et pour nous, ça a paru être un partenaire tout trouvé pour pouvoir avoir ces travaux complémentaires, de notre côté, faire l'état des lieux. Ensuite, les travaux avec LinkUp pour des actions pour progresser, s'améliorer. Et ensuite, continuer ce travail engagé avec Clear Fashion pour suivre ce progrès et le qualifier en quelque sorte. Super, merci beaucoup. Et alors aujourd'hui, on en parlait dans le début de la présentation, il y a des travaux qui sont en cours pour aboutir à un système d'étiquetage national des vêtements. Comment est-ce que cela peut être concilié avec les systèmes qui sont déjà existants? Ouais, effectivement, l'affichage environnemental, c'est un grand sujet dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a une phase d'accélération flagrante du côté du gouvernement. Et les marques, c'est vrai, se posent beaucoup de questions puisque c'est censé devenir obligatoire. Alors, c'est une certitude qu'on a à ce jour, que ça va devenir obligatoire sur les produits pour qualifier leur impact. Mais il y a encore énormément de conditions qui restent à déterminer puisque tout ça sera défini dans le décret rédigé au dernier trimestre 2022. Donc d'ici là, nous, c'est vrai qu'on travaille à l'étude de différents scénarios possibles concernant cet affichage environnemental et son application. On essaie d'anticiper cette réglementation en interne et en parallèle, on travaille avec les institutions pour les nourrir de notre expertise et de notre expérience qu'on a depuis plus de 2 ans qu'on travaille avec les consommateurs et les marques. Donc, on participe notamment à l'expérimentation qui est en cours justement pour alimenter la rédaction du décret qui aura lieu à la fin de l'année. Et notre objectif à nous, c'est de trouver les complémentarités pour répondre à ces obligations légales. Et on fera tout pour intégrer dans notre évaluation ce qui sera décidé pour pouvoir permettre aux marques de se faire évaluer par Clear Fashion et en même temps de répondre à ces obligations. Ok, super. Et du coup, pour conclure un petit peu sur tout ce qui a été dit, tous les points qu'on a partagés et ce que tu viens tout fraîchement de nous partager, comment l'application Clear Fashion et d'une manière générale ces systèmes d'évaluation, selon toi, peuvent représenter des opportunités pour les marques de mode, justement? Nous, c'est vrai qu'on se positionne un petit peu au centre de 3 parties prenantes de l'écosystème mode.
On a d'un côté les marques, de l'autre les consommateurs et en dernier lieu les pouvoirs publics. Clear Fashion elle permet aux marques de faire un état des lieux de leurs pratiques, de suivre leur progression par rapport à ce référentiel scientifique dont on a parlé, dont on parle depuis le début, scientifique qui est aussi rigoureux et en phase avec l'état d'avancement du marché. On est aussi, donc, comme je disais, avec les consommateurs pour les informer, les accompagner vers des consommations plus responsables. Et on travaille aussi avec les pouvoirs publics pour les conseiller sur les réglementations à appliquer pour construire la mode de demain. Et en fait, en travaillant avec Clear Fashion, les marques, elles s'inscrivent un petit peu dans ce triptyque et elles profitent de cette expertise 360 qu'on peut avoir chez Clear Fashion. Et en fait, on offre aux marques cette solution pour communiquer sur leurs évaluations et d'informer directement les consommateurs sur leurs pratiques et leurs engagements, d'une part, et en même temps pour répondre aux démarches volontaristes ou répondant aux exigences réglementaires du gouvernement. Ok, super, très clair. Merci beaucoup, Clélia. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Et maintenant, je me tourne virtuellement vers toi, Sandrine. Bonjour et merci à nouveau de ta présence. Est-ce que tu peux nous raconter comment le groupe Chantel, qui est du coup un groupe international et historique, a réussi à justement s'emparer de ces enjeux du développement durable, tant au niveau de ses engagements d'entreprise que dans le développement de produits innovants et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Voilà, raconte-nous cette belle histoire. Oui, très bien. Donc Chantel, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un groupe historique et surtout familial. Et à ce titre, la transmission aux générations futures, elle fait sens. Donc on s'inscrit forcément dans une pérennité. En tant que groupe familial, on a aussi fait un choix par le passé assez fort, c'est de maîtriser complètement ou presque complètement notre chaîne de valeur en produisant dans nos propres usines. Donc 70 à 75% des produits que Chantel propose sont faits dans nos propres usines. Et grâce à ça, on maîtrise complètement le dispositif. Autre choix qui a été fait, c'est d'avoir un panel de fournisseurs, de partenaires restreints, et justement pour que le mot partenaire fasse vraiment sens. Autre élément qui nous a permis d'aborder le développement durable sans forcément le nommer comme ça par le passé, mais c'est ce qui a aidé à franchir les étapes assez aisément, c'est la dimension de qualité, de durabilité. Depuis toujours, c'est un sujet auquel Chantel est attachée. Depuis très longtemps, on est certifié Ecotex, nos produits sont soumis à de nombreux tests qualité et on est très à l'écoute des retours clients. Et le dernier point, je dirais, c'est qu'en tant que groupe familial, alors ce n'est pas forcément synonyme, mais en tout cas pour le groupe Chantel, c'est le cas, il y a une vraie bienveillance pour les collaborateurs. Les collaborateurs sont fidèles. Donc, encore une fois, la dimension sociale dans le groupe était déjà relativement acquise et ça a permis de s'inscrire dans cette démarche de mode responsable de manière assez aisée. Pour autant, en même temps que je dis ça, il y a quand même eu une marche à gravir, hein, c'est pas si simple que ça. Et c'est là qu'on a pu collaborer ensemble, LinkUp et Chantel, parce qu'on arrivait avec plein d'informations qu'on avait du mal un peu à hiérarchiser. Et LinkUp nous a clairement aidé à les prioriser autour de 3 piliers qu'on a appelés inclusivité, circularité, on y reviendra, et puis responsabilité. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ça sur la dimension prendre pleinement en compte les enjeux du développement durable, c'est qu'il y avait déjà une question réglementaire, vous l'avez évoqué avant, hein, il s'agissait vraiment de les identifier, de les anticiper, de comprendre les acronymes. Quand on se remet 2 ans et demi auparavant, c'était très nouveau tous ces sujets, AGEC, Opérate, décret tertiaire, c'est autant de notions qu'il a fallu dompter et comprendre. Il a fallu aussi constituer en interne un groupe de personnes qui soient plutôt représentatives de l'entreprise et qui permettent d'esquisser notre roadmap. Et puis après, effectivement, une fois qu'on a cheminé tous ensemble, on a identifié les sujets que l'on voulait traiter, sujets que vous avez abordés. Donc, le premier point, ça a été de calculer notre impact environnemental. Donc, c'est notre projet de 2022. Clélia évoquait l'approche qu'elle avait commencé à retenir. Nous, on s'inscrit dans une démarche européenne qui s'appelle l'OEF, qui est multicritère. On a voulu avoir une approche robuste et très globale, donc pour l'impact global de l'organisation, mais également pour l'impact global de nos produits. Donc là, ça s'appelle le PEF, Product Environmental Footprint, que vous connaissez peut-être.
Et puis, on se met en marche pour travailler à l'affichage social, ce qui n'est pas la préoccupation la plus urgente, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on doit commencer à aborder. Vous l'évoquiez aussi, la transparence, c'est majeur. Donc, on s'attache également à mieux tracer notre chaîne de valeur pour pouvoir ensuite en parler avec honnêteté, assurément. Et je crois que tu avais une question sur à quelles difficultés on s'est heurté, hein, c'est ça, Valentine? Tout à fait, oui. Alors, à quelles difficultés on s'est heurté? C'est qu'on avait beaucoup de données à collecter. Clear Fashion, avec qui on chemine depuis 2 ans également, nous a finalement mis le pied à l'étrier, puisque Clear Fashion a été la première partie prenante à demander de nombreuses informations. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on structure l'information pour leur adresser, et ça a été le démarrage d'une structure de data en interne avec un outil propre pour pouvoir ensuite travailler avec les diverses parties prenantes à venir. Donc voilà le sujet principal. Et je dirais que dans le titre de la conférence là, que vous animez, il y a la dimension d'innovation. Une fois qu'on a un peu dressé nos piliers et comment on voulait les incarner, il y a quand même cette notion d'innovation qui est clé. Et il y a un moment, il faut questionner le business model. Enfin, même si on fait les choses mieux, assurément, on ne va pas limiter l'impact environnemental aussi aisément. Et c'est pourquoi, depuis 2 ans, un groupe de travail chemine chez Chantel pour lancer un soutien-gorge qui a été lancé l'année dernière, qui s'appelle Chantel One. Et Chantel One, c'est vraiment révolutionnaire. C'est un soutien-gorge qu'on ne jette jamais, 100% recyclable, 0 déchet. Je caricature un peu, mais en tout cas, vous achetez ce soutien-gorge et ce bas du corps chez Chantel. Quand vous ne le voulez plus, vous le ramenez et on le fait fondre pour le transformer en petites billes qui serviront ensuite à faire des accessoires, des boucles de soutien-gorge. Et donc, la boucle est quasi bouclée. Et la réflexion que l'on mène également, et ce serait un petit peu la cible à terme, que ce soutien-gorge fondu devienne de nouveau du fil pour que l'on puisse refaire un soutien-gorge. Donc, vraiment, s'engager dans cette démarche de développement durable, ce n'est pas seulement, je dirais, atténuer les impacts avec quelques mesures de ci, de là, mais c'est vraiment se mettre dans une logique d'innovation et de questionnement global du business model. On est en chemin, hein, on n'a pas encore atteint la cible, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Super, très clair, très inspirant. Merci beaucoup, Sandrine. Bien, je crois qu'on a fait le tour des questions à nos invités. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, Charlotte. Non, pas de questions jusqu'à présent. On a répondu. Il y avait une question sur est-ce que LinkUp peut accompagner sur la communication une fois que la stratégie d'engagement est déjà faite? Oui, la réponse est oui. Charlotte a répondu. Donc, c'est vrai qu'on aime bien, on a ce positionnement de l'amont à l'aval, hein, on aime bien identifier la partie amont et co-construire, évidemment co-construire hein, avec nos clients la partie plus de stratégie d'engagement, mais on est très à l'aise aussi hein, pour travailler uniquement sur la partie de révélation des engagements qui nécessitent un certain nombre de points. Moi, je voulais juste revenir avant de finir, d'abord pour te remercier, Sandrine, pour cette intervention. Moi, c'est vrai, et c'est aussi pour ça qu'on voulait que tu participes pour donner cet éclairage, parce qu'en 3-4 ans, même si c'était déjà hein, dans votre ADN, hein, la bienveillance, le fait de travailler sur des sujets clés comme la qualité, le respect, etc. Mais en 3-4 ans, vous avez réussi hein, faire ce qu'on appelle le tour de force du petit tailleur, je trouve, en tout cas à aller très vite, à progresser. Et c'est aussi ce qu'on voulait partager avec vous, parce qu'on trouve que c'est un bel exemple hein, sur un grand groupe avec différentes marques d'engagement, de refonte, effectivement, ce que tu disais, hein, challenger le business model, hein, travailler l'innovation.